Excellent. Ben, merci beaucoup à tous de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire des conférences mémorables, donc pour cette nouvelle édition 2021. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Noa Bengayet, directrice recherche et développement qualité des services à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, et j'aurai le plaisir d'animer et de modérer notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, les conférences mémorables sont rendues disponibles grâce au financement d'Eli Lilly, du Consortium canadien sur la neurodégénérescence et le vieillissement, le CCNV, et la participation de Brain Exchange et la Société Alzheimer du Canada. Alors, on va tout d'abord commencer par quelques questions techniques. Donc, le son est disponible soit via votre ordinateur ou via donc, les numéros de téléphone. Donc, vous avez reçu également dans l'invitation Zoom. Et pour ce qui est donc de la présentation, dans quelques minutes, notre conférencière va partager son écran. Donc, en ce moment, vous êtes en train de me voir et de voir notre conférencière. Donc, la présentation va durer plus ou moins 45-50 minutes. Et on gardera donc la période de questions-réponses et une discussion à la fin. Donc, je vous prierai également d'utiliser la boîte de chat ou donc la boîte de dialogue ou de questions-réponses pour vous poser vos questions. Et on prendra donc le temps de les poser à la fin de cette présentation à notre conférencière. Alors, sans plus tarder, je vais prendre le temps, pour une fois, de vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui, de par son expertise, sa carrière donc notre conférencière d'aujourd'hui. Puis c'est un plaisir de vous recevoir et de vous accueillir aujourd'hui, Dr Edith Hamel, qui est directrice du laboratoire de recherche cérébrovasculaire à l'Institut neurologique de Montréal et professeure au département de neurologie et de neurochirurgie de la faculté de médecine de l'Université de McGill. Elle a obtenu son baccalauréat en sciences à l'Université de Sherbrooke, son doctorat de l'Université de Montréal et a fait ses études postdoctoraux aux États-Unis, en France et en Suède. Elle a travaillé dans le milieu pharmaceutique en France avant d'ouvrir son laboratoire de recherche à Montréal en 1987. Dr Hamel a publié plus de 160 articles scientifiques et a reçu plusieurs prix et reconnaissances, dont le plus prestigieux sont la chaire internationale de recherche Blaise Pascal du gouvernement français région Île-de-France, comme étant la première femme à recevoir ce prix, et son élection comme membre à la Société royale du Canada en 2017. De 2013 à 2015, elle a été présidente de l'International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, comme étant la première femme, encore une fois, élue à ce poste. Dr Hamel a formé plusieurs étudiants-chercheurs qui occupent maintenant des postes aussi bien dans le milieu universitaire, pharmaceutique ou que gouvernemental. Et enfin, son laboratoire s'intéresse aux interactions entre neurones et vaisseaux sanguins et à la contribution des maladies vasculaires dans les troubles neurocognitifs et la démence. Ces travaux visent à comprendre comment des médicaments utilisés dans le traitement des maladies cardiovasculaires et l'exercice physique ont des effets bénéfiques sur les troubles neurocognitifs. Alors, c'est avec un très grand plaisir, Dr Hamel, qu'on vous reçoit aujourd'hui. La parole est à vous. Dr Hamel, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que de votre côté, vous avez des problèmes? Est-ce que vous m'entendez? Bon, voilà. D'accord. Bonjour Noa, rebonjour. Écoutez, j'ai perdu, moi, de mon niveau, ma connexion, alors je m'excuse pour ça. On va recommencer. Non, 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 on a fini, c'était fini. Vous m'avez bien entendu? C'est très, très généreux. Merci. Parfait. Écoutez, je ne savais pas justement si vous m'entendiez ou pas. Alors, ben, écoutez, je vous invite à partager votre écran alors à ce moment-là. Parfait. Donc, j'espère que je ne vais pas disparaître moi non plus tout d'un coup, là. On va voir. D'accord. Voilà. Et je vais me mettre en plein écran.
se recôtoyer. Alors donc, lorsque l'on parle de troubles cognitifs, je pense qu'il est important de savoir que les troubles cognitifs sont des symptômes qui sont très larges, qui incluent des troubles de la mémoire, bien entendu, de la perception, un ralentissement de la pensée, des difficultés à résoudre des problèmes, mais que tous ces troubles, en fait, on en a tous un peu en vieillissant. Et on parle, lorsque les troubles deviennent assez importants et assez sévères, on peut parler de démence. Lorsque ces troubles-là ont atteint un niveau assez prononcé pour que les gens, en fait, deviennent incapables de prendre soin d'eux-mêmes de façon autonome et indépendante. Donc, je pense que les troubles cognitifs sont une facette du vieillissement, mais lorsqu'ils progressent peut-être un peu plus rapidement, on va parler donc de démence ou de déclin assez majeur de déclin cognitif. Alors aujourd'hui, on va entrer quand même dans la démence, mais j'aimerais aussi que l'on parle de deux types de démence. Donc lorsque l'on parle de vieillissement, on parle de démence lorsque vraiment le déclin cognitif est assez avancé, a progressé. Et on parle évidemment de la première démence, qui est la démence de type Alzheimer, maladie d'Alzheimer, et la démence de type vasculaire. Donc, la démence de type vasculaire est quand même la démence la deuxième la plus fréquente, après la démence de type Alzheimer. Et ces pathologies ont quand même des trucs, je pense, en commun, et c'est un peu ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, d'abord, lorsque moi, je vais parler de la maladie d'Alzheimer, aujourd'hui, je vais parler de la maladie d'Alzheimer, la forme qui est une forme reliée au vieillissement. Donc, je vais clarifier un peu ce que je veux dire là dans une diapo, mais je vais parler de ces deux maladies qui sont des maladies du vieillissement, ces deux types de démence. Et ces deux types de démence ont en commun, en fait, que les plus grands facteurs de risque pour développer un déclin cognitif avec le vieillissement sont vraiment les facteurs de risque qui sont vasculaires. Alors, que ce soit la maladie coronarienne, que ce soit l'hypertension, l'hypercholestérolémie, l'accident vasculaire cérébral, le diabète, ça peut même être une vie sédentaire où vraiment ça fait partie un peu aussi des facteurs de risque. Donc, tout ça, ce sont des facteurs de risque, mais particulièrement les facteurs de risque vasculaires qui sont les premiers à être liés à une forme de déclin cognitif progressif avec le vieillissement qui peut mener donc à une démence. Et donc, je pense que ça résume assez bien le major risk factor. Donc, les facteurs de risque sont les principaux. L'hypertension est très importante, l'hypercholestérolémie est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, l'accident vasculaire cérébral. Donc, ça, avec le vieillissement, ces conditions-là mènent à des démences, soit un déclin cognitif progressif qui peut devenir important, qui peut être sous la forme d'une maladie d'Alzheimer ou sous la forme d'une démence de type vasculaire. Aussi, ce qui est important, c'est lorsqu'on parle de démence, il y a une centaine d'années, les démences étaient pratiquement toutes de type vasculaire. Donc, on savait que les gens qui avaient des maladies vasculaires, qui n'étaient pas bien traités, pas bien contrôlés, on savait que les troubles cognitifs se développaient au cours du vieillissement. Mais à peu près à ce moment-là, vers les années 1990, en fait, on a découvert des gènes, des fameux gènes qui étaient associés à la maladie d'Alzheimer. Et donc, il y a eu une espèce, le balancier est tourné au fait que les maladies reliées au déclin cognitif progressif étaient maintenant pratiquement toutes des maladies d'Alzheimer. Mais je dirais que depuis peut-être une vingtaine d'années, le balancier, le pendule est revenu un peu au centre. On a un peu remis l'ordre entre le fait que vraiment il y a des démences vasculaires, il y a la maladie d'Alzheimer, et en fait, il y a beaucoup de démences qui sont mixtes, qui sont des démences où vraiment la pathologie vasculaire et des complications de type Alzheimer existent toujours. Donc, je pense que vraiment, on est passé d'un extrême à l'autre, mais maintenant, on reconnaît très bien les deux types de démence, vasculaire et la maladie d'Alzheimer. Aussi, je pense qu'il est important, lorsqu'on parle de maladie d'Alzheimer, de ne pas nécessairement se dire, ben moi, ma grand-mère ou ma mère, parce qu'on vieillit, ma mère a une maladie d'Alzheimer, j'aurai donc une maladie d'Alzheimer. Et je pense que peut-être plusieurs d'entre vous, si vous suivez les webinaires de la Société Alzheimer, vous êtes probablement au courant, mais je veux quand même le mentionner, qu'il y a deux maladies d'Alzheimer. Il y a la première qui est une forme familiale, génétique,
où on a identifié des gènes, donc qui ont des mutations, et ces mutations font que nous produisons plus d'amyloïde bêta, donc qui est un petit peptide, une protéine qui s'accumule dans le cerveau et qui mène à une pathologie qui est quand même multiple. Il n'y a pas que l'amyloïde bêta, mais elle est quand même une des causes principales. Les mutations sont reliées à sa surproduction, mais ça représente moins de 2%, certains vont même dire moins de 1% des cas. Donc, il ne faut pas penser qu'on a automatiquement une maladie d'Alzheimer s'il y en a eu dans la famille. Par contre, lorsqu'on parle de vieillissement, et plus l'on vieillit, eh bien, plus on a de risques de développer ce qu'on appelle la forme sporadique ou non génétique de la maladie d'Alzheimer, qui, elle, est reliée au vieillissement. Et cette forme représente 98% et plus des cas d'Alzheimer qui sont vraiment vus par les cliniciens. Et elle est une maladie du vieillissement. Elle est reliée, comme on a vu, à tous les problèmes cardiovasculaires qui sont les plus grands facteurs de risque, même s'il y a aussi des facteurs génétiques qui peuvent augmenter notre risque de développer cette forme tardive ou sporadique, mais c'est une forme qui est vraiment reliée au vieillissement et aux facteurs de risque. Et dans ce cas-là, cette forme tardive de la maladie d'Alzheimer est donc assez souvent reliée aussi aux maladies cardiovasculaires. Alors, donc je pense que ça, et moi aujourd'hui, je vais vous parler de cette forme, la forme sporadique de la maladie d'Alzheimer, dans laquelle on a beaucoup de pathologies vasculaires. Et ce n'est pas nouveau, parce que même Alois Alzheimer, donc celui qui a décrit en premier la maladie d'Alzheimer chez sa patiente, Auguste Deter, donc il a vu qu'il y avait des plaques dans le cerveau de cette patiente. Il a vu qu'il y avait des enchevêtrements neurofibrillaires, qui sont les deux marqueurs pathologiques dans le cerveau des patients qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Mais il avait aussi quand même noté déjà là qu'il y avait une pathologie cérébrovasculaire dans le cerveau de sa patiente. Donc, ça fait depuis le début que la maladie a été décrite, en fait, qu'on est conscient qu'il y a une maladie vasculaire dans le cerveau des patients atteints de la maladie Alzheimer. Voilà. Et qu'est-ce que l'on parle? De quoi l'on parle? Lorsque l'on parle de pathologie vasculaire dans l'Alzheimer ou la démence de type vasculaire, de quoi est-ce qu'on parle? Donc, je vous montre des photos ici qui ont été prises dans le cerveau, des coupes de tissus de patients qui sont décédés de la maladie d'Alzheimer et qui ont fait des dons de tissus et qui ont pu donc être marqués par des marqueurs. Et comme on voit ici, ce sont des vaisseaux qui sont à la surface du cerveau et qui pénètrent dans le cerveau. Donc, on voit que ces vaisseaux sont bruns, ça veut dire qu'ici, qu'ils ont accumulé l'amyloïde bêta. Donc, il y a donc l'amyloïde bêta autour des vaisseaux dans la maladie d'Alzheimer. On ne voit pas cette accumulation de protéines à bêta dans la forme de démence vasculaire. Donc, l'amyloïde bêta autour des vaisseaux est vraiment relié à la pathologie de l'Alzheimer. Par contre, ce qui est commun dans l'Alzheimer et dans la démence vasculaire, c'est que les vaisseaux dans le cerveau ont tendance à épaissir. Donc, comme on voit ici un contrôle, on a donc ici dans une coupe de tissu, on voit un vaisseau qui est assez mince, sa paroi est assez mince. Lorsque l'on regarde donc une coupe de tissu qui vient d'un patient de la démence de type Alzheimer, on voit que les vaisseaux, les parois sont épaissis. Ce serait un patient qui a souffert de démence vasculaire, ce serait pareil, on aurait une paroi qui est vasculaire, qui est rigide, donc qui est plus épaisse. Donc, ce qui fait que lorsque les vaisseaux épaississent, lorsque les parois accumulent des protéines, deviennent plus épais, ils deviennent aussi plus rigides. Donc, ce qui se passe au niveau des vaisseaux cérébraux, c'est qu'ils ont plus de difficultés à se dilater et à se contracter, mais particulièrement à se dilater. Et comme on va voir plus tard, c'est assez important que les vaisseaux puissent garder cette capacité à se dilater. Aussi, dans la maladie d'Alzheimer, on sait qu'il y a des neurones qui dégénèrent. Et comme les neurones aussi contrôlent les vaisseaux dans le cerveau, eh bien, on voit ici un vaisseau par rapport à un contrôle où il y a presque plus de ces petites terminaisons. Il y en a pratiquement une grosse qui finit par dégénérer. Lorsque les terminaisons sont enflées, sont gonflées, c'est qu'elles sont en voie de dégénérer. Donc, on voit aussi qu'elles perdent ce contrôle-là. Par contre, ce qui est aussi présent dans les deux, la maladie d'Alzheimer et la démence vasculaire, c'est que vous voyez ici les vaisseaux d'une personne âgée de même, je pense, une moyenne de 80
80 années et plus. Les vaisseaux sont beaux, la paroi est belle, elle est lisse. On voit tous les petits vaisseaux ici. Lorsqu'on le regarde dans une maladie d'Alzheimer ou même une maladie de type vasculaire, on voit que les parois sont abîmées, que les vaisseaux sont vacuolés, qu'ils ont des coupures. On voit même ce qu'on appelle ici, vous voyez une petite ficelle, ici des vaisseaux en ficelle, qui sont des vaisseaux qui vont éventuellement dégénérer. Donc, tout mis ensemble, toute cette pathologie vasculaire, donc qui est présente dans les deux types de démence, sauf peut-être la maladie des vaisseaux avec l'amyloïde, qui est très typique de l'Alzheimer, eh bien, conduisent, elles, à une hypoperfusion. Donc, il y a une diminution dans l'apport de sang vers le cerveau. Et ça, c'est important parce que notre cerveau, en fait, les neurones qu'on a dans le cerveau fonctionnent, elles ont besoin pour fonctionner d'un apport constant en oxygène et en glucose parce qu'on n'a aucune réserve d'oxygène dans le cerveau et aucune réserve de glucose dans le cerveau qui est en fait, qui est vraiment le nutrient principal pour les neurones, c'est vraiment le glucose. Ce qui fait que lorsque l'on a une diminution au niveau de l'apport sanguin, eh bien, notre cerveau devient un peu plus fragile. D'accord? Évidemment, si on ajoute des facteurs de risque et on ajoute des conditions, éventuellement, ceci peut déclencher une perte cognitive qui peut être accélérée, qui peut devenir plus sévère, mais tout ça est dû en fait à une pathologie vasculaire. Aussi, de façon très intéressante, c'est une étude ici que j'aime bien montrer parce qu'elle est obtenue, c'est une étude qui a obtenu les résultats d'à peu près presque 8000 études, qui a été des études complétées chez des patients qui souffraient soit de maladies d'Alzheimer tardive, donc la forme non génétique, ou de déclin cognitif à différents niveaux, soit très léger, peut-être comme moi, quand on vieillit, on oublie ceci, on oublie cela, ou un peu plus prononcé. Et il y avait aussi des contrôles en santé. Et ce qu'ils ont remarqué lorsqu'ils ont suivi la progression, donc ici de contrôle, à perte légère de cognition, à perte un peu plus prononcée jusqu'à la maladie d'Alzheimer, lorsqu'ils ont suivi plusieurs marqueurs, ce qu'ils ont remarqué, en fait, c'est que le marqueur qui apparaissait le premier était vasculaire. Donc, la pathologie vasculaire est la première qui apparaît et qui se développe. La pathologie de l'amyloïde bêta est en rouge ici. Donc, on voit aussi qu'elle apparaît tôt, mais elle apparaît après la pathologie vasculaire. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une étude qui montre, un peu comme l'avait souligné Alzheimer lui-même, qu'il y a une pathologie vasculaire dans la démence de type Alzheimer et qu'elle est importante. Alors, si on veut vraiment essayer de comprendre, de disséquer un peu à quel point elle est importante, cette pathologie vasculaire, dans le déclin cognitif, comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, donc, ceci est pour moi mon petit patient, ma petite patiente. Donc, ce sont de petites souris. Et les souris ont l'avantage qu'on peut les manipuler génétiquement. Donc, on peut donc leur ajouter des gènes qui vont nous permettre d'étudier, d'une part, soit la maladie d'Alzheimer, parce qu'on pourrait lui mettre un gène qui contient une mutation qui mène à une forme précoce de la maladie d'Alzheimer. Mais ce n'est pas ce dont je vais vous parler aujourd'hui, même si on fait ce genre d'études aussi. Je vais vous parler de petites souris qui contiennent, elles, une mutation où on a introduit un gène qui leur donne une maladie des vaisseaux du cerveau. Donc, on va reproduire la pathologie vasculaire dans le cerveau de ces petites souris-là. Alors, donc, voici, je vous présente ma petite souris. Alors, les petites souris, on va les avec TGF. On les appelle TGF parce qu'elles ont donc un gène qui s'appelle le Transforming Growth Factor Beta 1, qui va être produit en quantité très grande. Donc, elles vont produire beaucoup de cette Transforming Growth Factor Beta, de TGF. Et en produisant beaucoup donc de cette molécule, elles vont avoir la fibrose vasculaire, donc l'épaississement des vaisseaux, les vaisseaux rigides. Elles vont aussi avoir les vaisseaux en ficelle, dont je vous ai parlé, là, les petits vaisseaux qui dégénèrent éventuellement. Elles vont avoir des petites hémorragies parce que les petits vaisseaux vont éclater, parfois un peu dans le cerveau, donc elles vont avoir des petites hémorragies cérébrales. Par contre, elles n'ont pas du tout la pathologie de l'amyloïde bêta. Donc, ce ne sont pas des souris qui ont la pathologie typique de l'Alzheimer au niveau de la protéine amyloïde bêta ou du peptide A-bêta. Donc, elles n'ont pas de dépôt dans le cerveau, elles n'ont pas de dépôt sur les vaisseaux. Elles n'ont pas de perte neuronale non plus. Donc, elles ont une maladie vasculaire. Elles ont une inflammation vasculaire. Elles ont aussi des troubles de réactivité vasculaire et elles ont cette hypoperfusion chronique. Donc, je vous disais, quand je vous ai montré tout à l'heure, que toutes les pathologies vasculaires réunies ensemble mènent à une hypoperfusion du cerveau. Et ce qui est intéressant dans ces souris, en fait, c'est qu'elles ont donc, on voit ici, très semblable à l'Alzheimer, des vaisseaux ou à la pathologie vasculaire dans la démence, des vaisseaux qui sont épaissis,
La paroi est épaissie, donc ils sont plus rigides. Et ils ont aussi donc une petite inflammation au niveau des vaisseaux. Vous voyez ces cellules ici, et je vais vous en reparler de ces cellules parce qu'elles sont impliquées dans l'inflammation du cerveau et des vaisseaux aussi. On les appelle soit des astrocytes ou des microglies. Donc, vous voyez ici, elles envahissent les vaisseaux. Dans les souris de TGF, il y en a beaucoup plus, ce qui crée une inflammation autour des vaisseaux. Et de façon intéressante, par contre, elles n'ont pas de troubles de mémoire ou elles vont en avoir à un âge très avancé. Donc, on pourrait dire que oui, c'est un très bon modèle de la démence vasculaire parce qu'on reproduit la pathologie vasculaire. Et lorsque les souris vieillissent, on a dû attendre, je pense qu'on a testé les souris jusqu'à 22-26 mois, ce qui est très vieux pour une souris. Et parfois, on avait donc des pertes cognitives, parfois non. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe si on veut accélérer le processus pour essayer de le comprendre? On s'est dit, on va essayer d'ajouter un facteur de risque. Donc, sachant que les facteurs de risque les plus, pour la maladie d'Alzheimer tardive et pour la démence vasculaire, le premier, c'est le vieillissement. Donc, nous, on voulait essayer d'accélérer parce qu'on ne voulait pas garder et étudier les souris pendant 2-3 ans, c'est quand même très long. Et donc, on s'est dit, parmi les facteurs de risque, on va essayer d'en ajouter un à nos souris qui ont déjà une susceptibilité parce qu'elles ont déjà une pathologie vasculaire. Le plus simple était vraiment l'hypercholestérolémie, parce qu'on peut le mettre dans la diète. Donc, on sait donc qu'avec... Donc, je vais vous présenter aujourd'hui vraiment les travaux de Dr. Tong, qui a été mon associé de recherche pendant 20 ans, 25 ans, qui a pris sa retraite il y a quelques années, et de Liane Trigiani, qui a fait son doctorat avec moi et qui est devenue docteur cet été et qui est maintenant aux États-Unis, qui fait son postdoc. Alors, on a donc nourri les souris avec une diète riche en cholestérol. Donc, l'important, c'est que la diète riche en cholestérol, en fait, les souris ne deviennent pas obèses. Ce n'est pas une diète qui est riche en lipides. C'est une diète qui est riche en cholestérol, donc elles ont un poids tout à fait normal. Et on les a traitées en termes de jeunes souris adultes et de souris adultes un peu plus matures pour voir s'il y avait une susceptibilité avec l'âge. Et nous nous sommes posé les questions suivantes. Qu'est-ce qui se passe avec la pathologie vasculaire? Comme elles en ont déjà une, est-ce qu'on va l'aggraver, cette pathologie? Et d'autre part, est-ce que les déficits cognitifs vont être précipités? Est-ce qu'ils vont apparaître, ces déficits-là, qui parfois, comme je vous disais, n'étaient soit pas présents ou on devait attendre 2 ans et plus pour qu'ils soient présents? Alors, donc, je vais vous expliquer cette diapo parce que c'est important que vous la compreniez, mais je vais aussi, ça nous donne beaucoup d'informations à ce qui se passe même chez l'homme. Même si c'est la souris, on fait la même chose chez l'homme. Donc, la souris, ses moustaches, ce sont en fait ses yeux et ce sont ses mains. Donc, lorsqu'une souris se balade, elle touche à tout, aux parois avec ses moustaches. Donc, on peut stimuler ses moustaches, on peut les déplacer, les stimuler, et en les bougeant, ça va stimuler une partie du cerveau donc, qui contrôle ces moustaches-là. Ces neurones-là qui contrôlent les moustaches vont donc avoir besoin de plus d'oxygène, de plus de glucose, parce que ces neurones sont activés. C'est comme maintenant je vous parle, vous me regardez, vous m'écoutez, votre système auditif est activé, donc les neurones du système auditif ont besoin de plus d'oxygène, de plus de glucose parce qu'ils sont actifs, ils m'écoutent. Et en plus, toutes les neurones dans votre cerveau qui essaient de comprendre ce que je dis sont activés, donc eux aussi ont plus de sang par rapport aux neurones qui contrôlent votre pied gauche, qui est probablement très confortablement là, posé par terre parce qu'il ne bouge pas, il ne marche pas. Donc, quand on stimule les moustaches des souris, on active tout le système nerveux et on peut mesurer au niveau du cortex l'augmentation d'apport de sang dans les neurones qui sont activés. Et comme on voit ici en rouge, les souris TGF, elles ont déjà moins de cette réponse-là par rapport aux souris contrôle, les souris en bleu. Lorsqu'on les traite avec une diète riche en cholestérol, que ce soit de jeunes adultes ou des adultes matures, on voit ici à droite qu'on n'aggrave pas ce déficit. Donc, les souris TGF répondent moins bien. L'apport de sang est moins augmenté que chez les souris contrôle, qu'elles soient nourries avec une diète en cholestérol comme jeunes adultes ou comme adultes matures. Donc, il y a une pathologie et à ce niveau-là, on ne l'aggrave pas en donnant une diète riche en cholestérol et on n'a pas d'effet chez nos souris contrôle. Maintenant, on va mesurer la capacité des vaisseaux à se dilater, parce que je vous ai dit que lorsque les
paroi était rigide, souvent les vaisseaux ont de la difficulté à se dilater. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, vous voyez les vaisseaux ici, on les isole, on les monte dans un système et on peut regarder par un microscope, on peut regarder si le vaisseau va se dilater lorsque je lui donne des molécules qui vont dilater les vaisseaux. Et ça, je vous avoue, c'est pas simple et c'est pour ça que c'est important de mentionner le travail donc de Lian et de Chin-Han parce qu'ils doivent apprendre à manipuler ces petits vaisseaux qui font 80 microns. Là, c'est vraiment un cheveu, littéralement. Donc, on peut voir ici que chez les jeunes adultes, les triangles noirs, ce sont les souris TGF. Et les cercles noirs, ce sont les souris en santé, nos contrôles. Il y a déjà donc une pathologie, on le sait. Lorsqu'on leur donne une diète riche en cholestérol, les triangles blancs, elles ne sont pas plus prononcées en termes de jeunes adultes. Par contre, vous voyez que même les jeunes adultes normaux, chez qui on donne une diète riche en cholestérol, commencent à avoir un petit peu plus de difficulté à se dilater. Vous voyez, le cercle blanc ici, il est un peu en dessous. Pour une molécule qu'on appelle, disons, l'acétylcholine, et là, c'est une autre molécule ici où il n'y a pas d'effet chez les contrôles, puis il n'y a pas d'effet non plus chez les souris TGF. Lorsque l'on traite nos souris, lorsqu'elles sont des adultes un peu plus âgés, donc on voit donc ici pas de changement sur les TGF. Comme je disais chez les jeunes, on commence à dissocier les souris contrôle. Mais lorsque les souris sont traitées plus vieilles, avec la diète en cholestérol, vous voyez les noirs, ce sont les TGF. Les triangles blancs, eh bien là, il y a une différence. Donc, on aggrave l'incapacité des vaisseaux à se dilater. Et vous voyez que même ici, chez les contrôles, qui sont adultes, un peu plus âgés, on voit que même eux commencent à répondre un peu moins bien aux dilatateurs. Et ici, pour un autre dilatateur, que les souris TGF ont une pathologie aggravée et il n'y a pas d'effet, donc, chez les contrôles. Ce qui veut dire que certaines molécules sont plus atteintes que d'autres et que la diète en cholestérol peut avoir éventuellement des effets, même chez les adultes sains. Donc, quelque part, profitez si vous êtes de jeunes à ce moment-ci, profitez pour manger des diètes un peu moins bien contrôlées. Les conséquences sur les vaisseaux sont un peu moins importantes, mais lorsqu'on vieillit, on peut se rendre compte que même les adultes normaux ici, on commence à avoir des réponses un peu moins bien réglées, alors qu'on aggrave la pathologie chez les souris, donc TGF. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau du déclin cognitif? Parce que je vous dis que les souris TGF étaient normales. Donc, on a mesuré la mémoire. Et une façon de mesurer la mémoire chez les souris, c'est de les mettre dans une piscine. Elles aiment nager, plus ou moins. On les met dans une piscine avec de l'eau un peu froide et on leur donne une petite plateforme sur laquelle elles peuvent sortir de l'eau. Donc, pendant 3 jours, on voit ici, jour 1, 2, 3, il y a une plateforme sur laquelle on met une espèce de tape rouge et elles vont aller sur la plateforme lorsqu'elles ont marre d'être dans l'eau. Après 3 jours, elles ont compris que pour sortir de l'eau, il fallait aller sur une plateforme. Donc, on enlève les petits drapeaux. On met la plateforme sous l'eau, à peu près 1 cm sous l'eau. Et pendant 5 jours, on remet la petite souris dans la piscine et elle doit donc trouver où se trouve la plateforme parce qu'on l'a changée de place dans la piscine si elle veut sortir de l'eau. Et les souris apprennent très, très vite, normalement. Et le dernier jour du test, on enlève la plateforme complètement de la piscine et on regarde voir où va aller la souris. Donc, une souris qui a appris où était la plateforme pendant les 5 jours où elle était cachée, elle va retourner systématiquement donc, dans cette partie de la piscine parce qu'elle va se dire, je sais que la plateforme est là. Donc, même si on l'a enlevée, elle va retourner là, ce qui va nous dire qu'elle se souvient où était la plateforme. Donc, elle a sa mémoire. Donc, si on regarde ici les jeunes adultes, alors, donc, ça nous apprend tout simplement ici que lorsqu'elles apprennent, elles apprennent très rapidement où est la plateforme visible pendant 3 jours. Pendant les 5 jours, on voit qu'au début, elles sont perdues, elles prennent beaucoup de temps à trouver la plateforme, mais le temps diminue au bout de 5 jours, elles trouvent la plateforme très rapidement. Mais on voit qu'en rouge ici, ces souris-là ne trouvent pas la plateforme. Eh bien, ces souris, ce sont celles, les souris TGF, qui ont été nourries avec une diète riche en cholestérol. Et lorsqu'on enlève la plateforme au dernier jour, on voit très bien en rouge encore qu'elles se baladent n'importe où dans la piscine, elles ne retournent pas du tout dans la région où était localiser la plateforme. Donc, elles n'ont pas acquis, elles n'ont pas de mémoire. Donc, ça, c'est important. C'est-à-dire que nos souris TGF, qui ont donc un problème de vaisseaux cérébraux, mais qui ont une mémoire intacte, on arrive à déclencher des troubles de mémoire en leur donnant donc une diète riche en cholestérol. Et c'est encore pire lorsqu'elles sont des adultes un peu plus vieux. Vous voyez ici qu'elles n'apprennent pas du tout où est localisée la plateforme, où se trouve la plateforme, et on a un trouble de mémoire. Les souris TGF apprennent un peu plus lentement, mais elles apprennent, puis elles se souviennent très bien, en jaune ici,
où se trouve la plateforme lorsqu'on fait le test de mémoire. Donc, quand même, les souris avec la diète ont des problèmes. Les souris normales, aucun problème. Lorsque l'on regarde à un autre genre de test de mémoire, qui est plus un mémoire de décision, puis un test où on doit décider, on doit analyser des problèmes et prendre une décision à savoir qu'est-ce que je fais, c'est ce qu'on appelle le labyrinthe en Y. Donc, on met la souris dans différentes parties du labyrinthe et elle doit se souvenir où elle est allée pour ne pas retourner toujours dans le même bras du labyrinthe. Et on voit ici que les souris TGF et toutes les souris contrôle se comportent très bien, mais lorsqu'on leur donne une diète riche en cholestérol, eh bien, elles performent moins bien. Elles analysent moins bien toutes les décisions qu'elles ont besoin de prendre. Donc, ces données-là nous ont vraiment donné une réponse assez claire, à savoir que oui, lorsqu'on a une pathologie vasculaire, dans notre cas TGF, donc nos souris ont plus de cette protéine, TGF-bêta, au niveau des vaisseaux. Les vaisseaux, on en a qui sont épaissis. On a aussi les vaisseaux qui sont un peu, là, les vaisseaux en ficelle, comme je vous dis ici. On a des vaisseaux qui sont épaissis, qui sont rigides, qui se dilatent moins bien. Le transport des molécules aussi à travers les vaisseaux se fait moins bien. Mais elles sont quand même capables d'apprendre puis de fonctionner. Donc, elles ont un seuil qui leur permet de quand même fonctionner au niveau cognitif. Par contre, lorsque j'ajoute un facteur de risque cardiovasculaire, donc je combine, et c'est un peu ce qui nous arrive en vieillissant, là. On est un peu borderline, hypercholestérolémique, un petit peu borderline peut-être. Toutes nos petites maladies qu'on n'a pas, ben, elles sont peut-être pas franchement là, mais on accumule des facteurs de risque à la longue. Et là, j'en ai donné un ici qui est un vrai facteur de risque. Donc, ce qui se passe à ce niveau-là, c'est qu'en fait, la diminution de la part de sang au cerveau devient plus importante. Les vaisseaux se dilatent encore moins bien, surtout chez la souris TGF mature, en termes d'adulte, un peu plus avancé. Et on a une pathologie de la matière blanche et de la microgliose, et je vais revenir à ça parce que c'est important. Donc, la matière blanche étant, évidemment, les neurones sont dans la matière grise dans le cerveau, mais les neurones dans la matière grise se parlent entre eux, entre différentes parties du cerveau, par les fils électriques. Et les fils électriques, ben, c'est la matière blanche. Donc, on va voir que c'est très important. Et lorsqu'on a ces deux pathologies, eh bien, à un moment donné, l'apparition des dysfonctions synaptiques et neuronales se produisent. On a atteint un seuil où on pouvait vraiment tolérer et fonctionner, mais en ajoutant les deux facteurs de risque, là, alors donc là, vraiment, la pathologie est accélérée. Un facteur de risque, on tolère. Deux facteurs de risque, la réserve cognitive qu'on avait à long terme au cours du vieillissement s'épuise et on a donc le déclin cognitif qui apparaît. Donc, je pense que ça, c'est vraiment ce que fait la combinaison de deux facteurs de risque à ce niveau-là. Et on est donc capable de dégager, d'engendrer, d'aggraver, de créer des déclins cognitifs chez nos souris. Donc là, la question qu'on s'est posée, est-ce qu'on peut les récupérer, les prévenir? Donc, je vais vous montrer ici surtout des résultats qui font qu'on va les prévenir. Mais je pourrais discuter, en fait, si on est capable de les récupérer, ces pathologies, une fois qu'on les a mises, qu'elles sont présentes. Et donc, depuis le début que je vous dis que les vaisseaux sont importants, que les maladies cardiovasculaires sont un facteur de risque de la démence. Et j'adore cette petite image ici, en fait, de guitare entre le cœur et le cerveau. Parce que toutes ces cordes, si on met que ce sont des vaisseaux, parce que les vaisseaux, en fait, qu'on en ait dans notre corps partout et qu'on en ait dans notre cerveau, le sang qui voyage du cœur au cerveau, c'est le même sang. Donc, si on a un problème périphérique, si nos vaisseaux sont malades en périphérie, ils vont être malades dans le cerveau. Donc, je pense que vraiment cette relation-là est très importante. Donc, au niveau de la thérapie, on s'est dit, on va utiliser une drogue qui est une statine, je vais vous la présenter tout à l'heure, et elle est utilisée pour traiter l'hypercholestérolémie. Donc ça, c'est la pharmacothérapie. Par contre, dans mon labo, évidemment, le labo est fait avec des jeunes étudiants qui sont très actifs, peut-être plus que nous, et ils m'ont convaincu de dire pourquoi on ne comparerait pas. Comparaison tête à tête entre la pharmacothérapie et l'exercice physique. Donc, on a comparé l'exercice physique ici chez nos souris. Alors, donc, si je vous présente maintenant, et on a comparé l'exercice physique illimité, où vraiment on donnait accès à l'exercice aux souris autant qu'elles voulaient, toute la nuit, mais on a aussi fait l'exercice contrôlé pour une bonne et simple raison que je vais vous expliquer plus tard, c'est que chez l'homme,
on ne peut pas leur demander de faire de l'exercice illimité comme nos souris en faisaient. Alors, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si on regarde ici le traitement, et ça, c'est le travail donc de Dr. Tong avec la statine, c'est pas important. Ce que je vous montre ici, c'est pas important. C'est juste pour vous donner, ça, c'est vraiment toute la synthèse du cholestérol. Mais on a donné un médicament qui est utilisé ici avec la croix, qui bloque la synthèse de cholestérol, la simvastatine. Donc, des gens qui sont hypercholestérolémiques prennent la simvastatine parce que ça bloque la synthèse de cholestérol. Mais moi, je nourris mes petites souris. Donc, nous, en fait, moi, Dr. Tong, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il nourrit ses souris avec le cholestérol, avec une diète qui est riche en cholestérol. Donc, même si on bloque la synthèse de cholestérol dans le corps de la souris par la simvastatine, on la nourrit avec une diète qui est riche en cholestérol. Donc, on a choisi la simvastatine pour 2 raisons. Donc, premièrement, il y a des évidences que la simvastatine chez l'homme réduit les taux de démence, prévient ou diminue l'incidence de la démence. Il y a des travaux chez les souris atteintes de la maladie d'Alzheimer, traitées avec la simvastatine, qui montrent que ces souris-là ne développent pas de perte cognitive, traitées avec la simvastatine. Et il y a des travaux aussi chez les souris TGF, donc les mêmes souris que nous, traitées avec les simvastatines, qui montrent que la pathologie vasculaire redevient normale. Les vaisseaux sont capables de dilater, sont capables de fonctionner. Et ce qui est important, en fait, c'est que la simvastatine et toutes les statines ont des propriétés qui sont bénéfiques, qui sont complètement indépendantes de la capacité à diminuer la synthèse du cholestérol. Donc, ces effets-là sont des effets qu'on appelle pléiotropes. Ce sont des effets, ça veut dire que la simvastatine, elle est antioxydante, elle est anti-inflammatoire. Elle agit au niveau des vaisseaux pour vraiment, elle a un effet au niveau de l'endothélium, la cellule dans la lumière du vaisseau. Donc, ce sont des molécules qui ont des effets bénéfiques en plus de leur capacité de bloquer la synthèse du cholestérol. Et c'est pour ça qu'on l'a utilisée, parce qu'en plus, il y a des études chez l'humain qui montrent qu'elle peut réduire l'incidence des démences. Et lorsqu'on a fait l'exercice physique, alors ça ici, nos petites souris on leur donnait accès à une roue pendant la nuit. Et pourquoi je vous dis qu'on a limité l'exercice? C'est parce que si je donne une roue d'exercice à une souris pendant la nuit, elle va être dans la roue pendant pratiquement 12 heures. Et on avait donc des compteurs qui comptaient la distance parcourue par les souris. Et on s'est rendu compte que les souris pouvaient pratiquement faire 30 km, 25 à 30 km par nuit. Ce qui n'est certainement pas quelque chose qu'un médecin peut dire à ses patients. Écoutez, monsieur, on va vous prescrire un peu d'exercice physique. S'il vous plaît, faites 25 à 30 km par jour et vous allez être en forme. Donc, on s'est dit que ça n'a aucun sens, aucune valeur par rapport à l'humain. Donc, on a limité l'exercice à 3 heures de roue par nuit, ce qui leur permettait de faire à peu près 4 km, mais en moyenne 3 km pendant le traitement. Et lorsqu'on comparait la masse, le poids corporel, l'énergie dépensée par une souris et un humain, ça correspond à peu près à 40 minutes de marche rapide ou de jogging lent chez l'homme. Ça veut dire que c'est quelque chose que l'humain peut faire. Et sans vous donner tous les détails, je peux vous dire que les résultats qu'on a obtenus avec l'exercice illimité et l'exercice contrôlé sont comparables. Donc, c'est clair qu'on n'a pas besoin de se tuer à l'exercice, littéralement, pour obtenir des effets bénéfiques. Alors, regardons un peu ce qu'on a étudié. Alors, on s'est posé comme question, est-ce que les traitements, la simvastatine et donc l'exercice physique vont être capables de traiter ou prévenir les problèmes cérébrovasculaires des souris et aussi l'apparition des déficits cognitifs qu'on a été capable d'induire en leur donnant une diète qui est riche en cholestérol. Donc, le même genre d'études, on leur stimule les vibrisses et on regarde l'augmentation de l'apport de sang dans la région du cerveau qui contrôle, donc ces moustaches. Et comme on peut voir ici, donc les souris TGF, je vous avais dit qu'elles étaient diminuées par rapport au contrôle, que la diète riche en cholestérol n'avait pas d'effet vraiment négatif. Mais lorsqu'elles sont traitées avec la simvastatine en bleu, ici, vous voyez que ça revient. On remonte, on augmente l'apport de sang donc au cerveau, dans la région des neurones qui contrôlent les moustaches. Mais par contre, si je vous mettais les souris contrôle ici, là, elles seront autour de 30. Donc, je ne les ai pas ici. Donc, il y a un effet, mais l'effet n'est pas 100%. On ne normalise pas au niveau des souris contrôle. On a un effet bénéfique, mais il n'est pas le retour à la normale.
Par contre, lorsqu'on regarde l'exercice physique ici, les souris TGF et les souris TGF avec une diète riche en cholestérol, ben c'est la ligne verte et la ligne jaune en pointillé ici. Mais lorsque les souris TGF sont soumises à l'exercice, eh ben c'est le pointillé ici en espèce de violet foncé où il y a une flèche verte tout à fait normalisée au niveau des souris contrôle, comme on peut voir ici. Alors, je pense qu'à ce niveau-là, l'exercice physique était plus puissant que la drogue, donc que la simvastatine, pour normaliser la part de sang dans la région des neurones qui ont besoin qu'on leur amène de l'oxygène et du glucose. Lorsqu'on fait la réactivité, donc la capacité des vaisseaux à se dilater, comme on a vu tout à l'heure, que chez les souris TGF, cette capacité-là est déjà moindre, puis la diète en cholestérol ne l'aggrave pas chez les souris jeunes. Et là, ce que je vous montre ici dans le traitement, ce sont des souris qui sont jeunes. Alors, on voit les souris TGF avec et sans diète en cholestérol, toutes les deux, c'est moins que les contrôles. En noir, ici, le cercle noir. Par contre, lorsque les souris sont traitées avec la simvastatine, SV ici, eh bien, on voit que le petit carré blanc, il est revenu au même niveau que les souris contrôle. Donc, la simvastatine est capable de complètement normaliser la capacité des vaisseaux à se dilater. Et c'est la même chose avec l'exercice physique, la flèche en vert ici. Les vaisseaux ici dilatent moins, les souris TGF, TGF avec cholestérol, mais en vert, elles dilatent aussi bien que les souris contrôle. Donc, ça veut dire que les deux ont la capacité de très bien contrôler tout ça. Et ça, c'est la part de sang du cerveau au repos. Alors, on voit très bien ici, là, même, parce que c'est important, même quand je n'ai pas de tâche, même quand vous ne m'écoutez pas, puis que moi, je ne parle pas, et puis que je ne tape pas des mains ou que je ne fais pas de ski, mais mon cerveau, même quand je suis au repos, il y a besoin de sang. Mes neurones fonctionnent quand même. Et on voit très bien, ça, c'est la part de sang au repos. On voit très bien les souris wild type ici, TGF. Lorsqu'elles ont une diète en cholestérol, on diminue. Lorsqu'elles font de l'exercice, on voit qu'on normalise. Donc, il y a vraiment un effet normaliseur de l'exercice physique ou normalisateur de l'exercice sur la part de sang au niveau du cerveau. Maintenant, le déclin cognitif, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Alors, nos souris TGF, avec une diète riche en cholestérol, on vous a dit qu'elles avaient des problèmes d'apprentissage. Lorsqu'on leur donne la simvastatine, en bleu ici, regardez, elles apprennent super bien où se trouve la petite plateforme pour sortir de l'eau. Et lorsqu'on mesure leur mémoire, en bleu aussi, elles sont revenues au même niveau que les souris TGF et même les souris contrôle. Il n'y a vraiment que les souris avec la diète en cholestérol qui ont des problèmes. Donc, la simvastatine est capable de complètement normaliser l'apprentissage et la mémoire. Donc, effet important. Lorsqu'on regarde maintenant, je vous montre ici des résultats pour l'exercice. Ça, c'est un petit test qui est intéressant chez la souris aussi. Les souris aiment la nouveauté. Donc, si je les mets avec deux objets, et puis elles vont explorer les deux objets pareils ici pendant un certain temps. Et puis elles vont ensuite, ici, après 2 heures, je les remets dans la petite cage et là, je mets un nouvel objet. Donc, elles vont vraiment aller vers le nouvel objet parce qu'elles aiment le nouvel objet. Et comme on peut voir ici, les souris avec la diète en cholestérol, celles traitées avec la simvastatine, c'est un peu mieux, mais c'est vraiment les souris qui ont fait de l'exercice qui sont vraiment supérieures parce qu'ici, il y a 2 étoiles, ça veut dire que c'est significativement mieux. Et dans notre labyrinthe en Y, la même chose. Les souris qui ont fait de l'exercice, eh bien, elles fonctionnent nettement mieux. Elles n'ont pas de déficit. Elles fonctionnent comme les souris TGF et comme les souris contrôle. Donc, ça veut dire que l'exercice physique est très puissant à corriger ou à prévenir les troubles cognitifs qui ont été induits par une diète qui est riche en cholestérol. Mais là, on se pose des questions aussi, à savoir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, parce qu'on veut évidemment, à un moment donné, on veut arriver à être en mesure à détecter avant, on n'aura pas accès nécessairement au cerveau des humains, mais on cherche des moyens pour identifier des marqueurs qui vont nous permettre de voir si on peut détecter un bénéfice et si nos médicaments, ben, ils agissent vraiment sur ces marqueurs-là. Alors, sans vous faire vraiment le résumé de tous les marqueurs qu'on a regardés, parce qu'on a cherché plusieurs marqueurs dans le cerveau entre la souris TGF avec le cholestérol qui fait qu'il y a quelque chose qui part, qui fait que la mémoire un peu est moins efficace. On a regardé l'inflammation de la matière grise, l'inflammation de la matière blanche, la rapidité de transmission de l'influx électrique dans la matière blanche et les vaisseaux ficelles, d'accord, qui sont des vaisseaux qui vont dégénérer éventuellement.
Alors vraiment, je pense que, regardez, ces petites cellules-là, ces petites étoiles vertes ici, ça c'est une coupe de cerveau où on regarde chez la souris les petites étoiles vertes. Dans une souris contrôle, on en a tous un peu. Regardez chez la souris TGF, il y en a beaucoup plus. Lorsqu'on met la souris soumise à une diète en cholestérol, il y en a encore plus. La simvastatine, elle n'a pas vraiment d'effet marquant, mais regardez l'exercice, on revient pratiquement au niveau contrôle. Ça veut dire que l'exercice est très puissant, encore ici, plus puissant que la simvastatine à diminuer l'inflammation de la matière grise. Si l'on regarde maintenant une autre cellule, qui est la petite microglie là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans une cellule ici, un contrôle. On voit la cellule, un petit corps cellulaire, des petits bras qui se dispersent un peu partout. Chez la souris TGF, on voit que le corps cellulaire est un peu plus gros et que les bras sont plus épais, puis commencent à être un peu plus marqués. Lorsqu'on donne une diète riche en cholestérol, c'est encore plus fort. Les bras sont épaissis, le corps cellulaire est plus enflé. Lorsqu'on donne la simvastatine, il y a un petit changement, c'est un peu mieux, ça revient un peu comme la souris TGF, mais lorsque l'on fait faire de l'exercice aux souris, elles reviennent tout à fait petites avec des tout petits processus. Donc, encore une fois, l'exercice était très puissant à diminuer l'inflammation de la matière grise à ce niveau-là, plus que la simvastatine. Mais lorsqu'on regarde la matière blanche, donc ces gros câbles électriques en fait, là, qui nous permettent de faire traverser l'influx nerveux entre un neurone dans une région du cerveau et un neurone dans une autre région du cerveau. Donc on voit ici cette masse de matière blanche qu'on va appeler la capsule interne, juste comme référence. Lorsqu'on le regarde dans les souris contrôle, il y a très peu de ces petites cellules. Elles sont marquées ici avec une molécule qui s'appelle galectine 3. On voit qu'il y en a un peu. Lorsque les souris contrôle sont nourries avec une diète en cholestérol, il y en a encore un petit peu plus. Mais les souris TGF en ont beaucoup. Et lorsqu'on leur donne une diète riche en cholestérol, c'est comme un arbre de Noël. Il y en a partout. Et lorsqu'on les traite avec la simvastatine, eh bien, regardez, il y en a nettement moins. C'est significativement moins que les souris sans la simvastatine, mais c'est un petit peu plus que la souris TGF au départ. Donc, il y a quand même un effet assez prononcé au niveau de l'inflammation de la matière blanche. Et l'exercice, regardez, l'exercice a des effets presque miraculeux. Il y a une diminution énorme de l'inflammation dans la matière blanche. Donc, les deux composés, sans ce cas-ci, sont efficaces pour l'inflammation de la matière blanche. Lorsque l'on regarde dans le corps calleux, encore, ça c'est de la matière blanche qui permet aux deux côtés du cerveau de se parler. Donc, c'est une espèce de câble électrique qui passe entre les deux hémisphères et qui permet aux deux hémisphères de se parler, aux neurones d'un côté et de l'autre de se parler. Eh bien, on a le même phénomène. Chez le wild-type TGF, il n'y a presque pas de ces petites cellules, mais lorsqu'on les traite avec une diète riche en cholestérol, elles apparaissent, particulièrement dans la souris TGF. Mais la simvastatine a un petit effet pour le réduire, il y en a moins. Mais l'exercice, encore une fois, est beaucoup plus efficace, il n'y en a presque plus. Donc, c'est important, la matière blanche, et on sait que dans la démence vasculaire, on le sait que la matière blanche est affectée. Donc, avec notre collaborateur ici à Toronto, Dr. Michael Fillings, on s'est posé la question, est-ce que l'influx nerveux va être mieux et efficace lorsque les souris sont traitées avec l'exercice, par exemple. Donc ça, c'est notre petit corps calleux ici qu'on a regardé qu'il y avait des cellules qui étaient allumées là, lorsqu'on leur donne une diète riche en cholestérol. Et bien, ce groupe-là, il est capable d'aller l'isoler et il a un système où il peut mesurer la rapidité de l'influx électrique qui se transmet à travers ces fibres du corps calleux. Et on voit ici le premier pic ici, là, nous disent que ça, c'est l'influx des fibres qui sont dans cette gaine de myéline, là, qui sont dans cette matière blanche. Et le deuxième pic, c'est des fibres qui sont pas contenues dans la gaine de myéline. Et on voit très bien ici que chez les souris TGF qui sont avec une diète riche en cholestérol, il y a une transmission moins rapide de l'influx nerveux, mais lorsque les souris sont soumises à l'exercice, on normalise cet influx électrique et on peut voir ici qu'il était significatif à certaines intensités de stimulation. Donc, je pense. Et finalement, je vais terminer avec les petits vaisseaux ficelles parce qu'ils sont tellement jolis ici, voyez-vous, ce petit vaisseau ficelle ici. Eh bien, il y en a beaucoup dans nos souris TGF. La diète riche en cholestérol ne l'aggrave pas, mais la simvastatine est capable de diminuer la production de ces vaisseaux
tout aussi bien que l'exercice physique, où il y en a encore moins finalement que même les souris TGF. Donc encore là, la pharmacothérapie et l'exercice physique sont capables d'empêcher la dégénérescence de ces vaisseaux que l'on appelle nos vaisseaux ficelles. Donc, si j'essaie de résumer à peu près tout ce que je vous ai présenté là, on a donc nos petites souris qui ont une démence, qui ont des problèmes de mémoire. On sait que ces souris-là, elles n'ont qu'une pathologie au départ, qui est la pathologie vasculaire. Donc, elles ont une pathologie de petits vaisseaux ficelles. On sait qu'elles dilatent un peu moins bien. On sait qu'elles répondent un peu moins bien. L'apport de sang au cerveau est un peu moins efficace lorsqu'on les stimule et qu'il y a une diminution aussi de l'apport de sang au repos. Et tout ça est aggravé par la diète riche en cholestérol. Et c'est là que les problèmes cognitifs apparaissent. C'est vraiment là que les troubles de mémoire apparaissent. C'est lorsqu'on ajoute une diète riche en cholestérol. Je ne vous ai pas présenté ces résultats-là aujourd'hui nécessairement, mais juste pour vous dire que la matière blanche est affectée au niveau des cellules qui produisent la matière blanche, qu'on appelle des oligodendrocytes. Donc, on a montré que ces oligodendrocytes-là devenaient moins matures. Donc, ce qui fait qu'il y a vraiment une atteinte de la matière blanche. Par contre, je vous ai montré qu'il y avait ces petites cellules qui se mettaient à briller dans la matière blanche lorsqu'on leur donnait une diète riche en cholestérol. Et lorsqu'elles font de l'exercice ou la simvastatine, qu'on les diminue, ces cellules-là, il y en a moins. Donc, la myéline est réparée. Et je vous ai parlé de l'influx nerveux qui était diminué chez nos souris qui étaient nourries avec une diète en cholestérol. Lorsqu'on fait faire de l'exercice à nos souris, alors vous voyez cette petite souris-là ici, elle est en forme, elle n'est pas démente. Et on a trouvé que l'exercice physique était capable de contrecarrer, d'empêcher tout ça de se développer. Donc, l'exercice physique a vraiment des effets bénéfiques au niveau de la pathologie vasculaire, au niveau de la pathologie de la matière blanche, au niveau de la transmission de l'influx nerveux dans la matière blanche, ce qui fait que la souris, elle est contente de faire de l'exercice et elle ne développera pas de problèmes cognitifs. La simvastatine, quand même, je pense qu'il faut regarder que la simvastatine est quand même efficace. Elle était un petit peu moins efficace à certains égards, mais quand même très efficace. Et les souris étaient quand même non démentes, n'avaient pas de troubles cognitifs. Donc, elle était très efficace aussi au niveau de la matière blanche. C'est pour ça qu'on pense que c'est vraiment là que le problème majeur, le premier problème se trouve. Alors, pourquoi pas faire de l'exercice et prendre de la simvastatine si on est hypercholestérolémique, je pense que ça ne peut pas nuire. Donc, j'aimerais conclure en rappelant donc la balance cœur-cerveau. Donc, le lien cœur-cerveau est très important. Si votre cœur est en santé, si vos vaisseaux dans la périphérie sont en santé, les vaisseaux dans le cerveau vont être en santé et donc vous allez retarder, éliminer l'apparition des déficits cognitifs qui peuvent mener à une démence de type vasculaire ou qui peuvent accompagner une démence de type Alzheimer. Et sur ce, j'aimerais donc remercier les gens du laboratoire, particulièrement Liane et Chinkan pour ces travaux, mais aussi tous ceux qui sont en jaune parce que toutes les études sont faites à l'aveugle. Donc, les souris sont codées, on fait les expériences et c'est qu'à la fin que les souris sont décodées et que Liane et Chinkan donc, sont capables de réorganiser les groupes et de savoir ce qui se passe. Je souligne le support financier de la Société Alzheimer pour ces études et des instituts de recherche en santé du Canada, du CCNA également, de la Fondation des maladies du cœur, mais cette étude était vraiment subventionnée en grande partie par l'Alzheimer. Et je vous remercie de votre attention. Et comme je peux vous montrer ici, je pense qu'il y a de l'espoir. Le soleil est au bout du tunnel. Il y a de l'espoir pour la COVID. Et je pense qu'il faut prendre des marches. Il faut faire de l'exercice, même limité. Et je vous remercie de votre attention. Donc, je pense que je vais arrêter de partager mon écran. Est-ce que merci, oui, tout à fait. Donc, effectivement, si vous pouviez arrêter le partage. Voilà, j'ai arrêté. Excellent. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Alors, on a déjà plusieurs questions pour vous. Alors, on y va. Vous avez mentionné justement que le cerveau utilise aussi les lipides comme nutriments au lieu du glucose. Que pensez-vous des boissons riches en lipides et l'effet sur les vaisseaux cérébraux? Bon, écoutez, le cerveau va utiliser le glucose comme son substrat premier, son substrat majeur. C'est vraiment son essence. Là. Quand il va faire le plein, le cerveau pour les neurones, c'est le glucose. Par contre, il y a des diètes. Le cerveau peut utiliser ce qu'on appelle les corps cétoniques,
lorsqu'on manque de glucose, lorsqu'on est en diète, par exemple, on est à la diète, on va commencer à brûler nos graisses, à brûler les graisses de notre corps, et on va donc se mettre dans un mode de diète cétonique ou de corps cétonique. Mais les lipides comme tels ne sont pas un substrat comme tel, ce sont vraiment les corps cétoniques. Alors, une diète riche en lipides n'est pas un bon supplément pour le cerveau parce qu'elle aura tous les désavantages d'une perte, d'une prise de poids et d'une pathologie vasculaire encore plus grande. Donc, je pense que la diète sévère nous permet d'aller manger nos propres graisses en la décomposant en corps cétoniques que les neurones peuvent utiliser pendant un certain temps. Voilà. Excellent. Alors, une autre question par rapport justement aux facteurs vasculaires et notamment aux facteurs de risque. Vous avez beaucoup mis l'accent sur l'hypercholestérolémie, mais en l'absence justement de ce facteur de risque, mais en présence d'un facteur vasculaire, est-ce que la simvastatine serait recommandée? Écoutez, j'ai des collègues chercheurs qui prennent la simvastatine et qui ne sont pas hypercholestérolémiques, c'est clair. J'ai des collègues qui ne sont pas hypertendus, mais qui prennent des médicaments contre l'hypertension parce que ça a aussi un bénéfice. Mais je pense, écoutez, comme on a vu, il y a des effets beaucoup bénéfiques, ne serait-ce que de l'exercice physique, qui sont pratiquement même supérieurs aux drogues. Chaque drogue a des effets premiers pour, disons, réduire le cholestérol ou réduire la pression artérielle, mais ils ont quand même d'autres effets, comme la simvastatine est anti-inflammatoire, antioxydative, elle agit sur les vaisseaux. Et les gens qui prennent des statines, parfois, ont des crampes. Donc, il y a aussi des effets secondaires. Donc, je pense que ce n'est pas sage de prendre un médicament si on n'a pas la condition première pour laquelle ce médicament-là est fait. Par contre, si j'étais hypertendue ou si j'étais hypercholestérolémique, ben, je demanderais à mon médecin peut-être de me donner une drogue qui a des effets pléiotropes, comme on a vu, qui est connue pour avoir ces effets-là, qui, elle, aura probablement des effets bénéfiques pour moi si je suis à risque de développer une démence ou une perte cognitive. Mais je pense qu'il ne faut pas encourager la prise de composés pharmacologiques si on n'en a pas besoin. Il y a des effets secondaires toujours à gérer. Tout à fait. Une question en 2 points. Alors, est-ce que c'est possible de rappeler l'équivalent d'une souris TGF au niveau de l'humain? Donc, Et la quelle souris portion? TGF, oui, la souris TGF, elle a la maladie vasculaire que l'on retrouve chez les patients hypertendus, patients diabétiques, patients hypercholestérolémiques qui ont plusieurs années. Ce n'est pas au début lorsqu'on a 20 ans, 25 ans ou 30 ans ou 40 ans. C'est vraiment, elle a une pathologie pratiquement développée à un stade avancé, mais pas terminal de la pathologie qui se retrouve chez les patients qui ont des maladies cardiovasculaires. Donc, c'est tout à fait comparable au vaisseau chez un patient hypertendu qui est plus ou moins bien contrôlé, ou hypercholestérolémique, ou diabétique plus ou moins bien contrôlé. Tout à fait. L'autre partie de la question, parmi les différents processus vasculaires mentionnés, savez-vous comment expliquer l'eucariose légère à modérée chez plusieurs patients sans antécédents vasculaires? Et avez-vous une opinion sur l'impact de la présence de l'eucariose sur la cognition? Bon, écoutez, la démence légère et la perte de cognition légère et la cognition un peu plus atteinte, ce qu'on appelle en anglais le MCI, Mild Cognitively Impaired, MCI, et le Light Cognitively Impaired, LCI. Donc, écoutez, dans les patients qui souffrent de MCI, Mild Cognitively Impaired, on sait qu'il y a une population de ces gens-là, au cours de 3 à 5 ans, vont s'acheminer vers une démence de type Alzheimer. Mais ce ne sont pas tous les patients. Est-ce que ces patients-là ont une pathologie vasculaire sous-jacente qui permettrait de combiner ces facteurs de risque-là et vraiment de faire en sorte que ces patients-là seront ceux qui vont développer une maladie de type Alzheimer? C'est une possibilité. C'est une possibilité, tout à fait. Une autre question également par rapport à une autre forme justement de maladie vasculaire, à savoir l'angiopathie amyloïde. Je pense que c'est une conjointe qui pose la question. Son conjoint en souffre, il est très en forme, il a eu des micro-saignements au cerveau et début des problèmes de cognition. Est-ce que vous pourriez justement faire la distinction entre la maladie vasculaire et l'angiopathie amyloïde également? Bon, écoutez, l'angiopathie amyloïde se retrouve normalement chez les patients de type de démence à l'Alzheimer. Par contre,
L'élimination, et ce n'est pas une forme génétique nécessairement, parce que l'amyloïde bêta s'accumule dans le cerveau aussi des patients d'Alzheimer de forme non génétique, de forme sporadique qui apparaît chez les patients âgés. Normalement, c'est parce qu'on doit éliminer l'amyloïde bêta de notre cerveau. Et une façon d'éliminer l'amyloïde bêta, c'est par les vaisseaux. Et donc, si les vaisseaux sont rigides, si les vaisseaux ne peuvent pas vraiment faire leur mouvement de pulsativité, on élimine moins bien l'amyloïde bêta au cours des années, ce qui fait que l'amyloïde bêta va s'accumuler autour des vaisseaux. Donc, c'est une des raisons. Maintenant, elle peut, comme je vous dis, c'est dans une forme d'Alzheimer qui peut être très tardive également. Ce n'est pas nécessairement la forme qui est la forme familiale génétique, là. Voilà. Tout à fait. Également, par rapport à la combinaison des statines avec l'exercice physique au niveau de l'humain, on a un commentaire par rapport justement à l'utilisation des médicaments à base de statines qui causent des raidissements. Et donc, forcément, ça empêche également les personnes de faire de l'exercice physique. Donc, comment justement maintenir cet équilibre? Voilà. Donc, c'est certain, ce ne sont pas tous les patients qui ont des complications au niveau des crampes avec les statines, mais c'est une population importante de patients. Maintenant, nous, on n'a pas combiné exercice physique et statine parce que nos souris qui étaient soumises à l'exercice physique récupéraient à 100%. Donc, une fois qu'on a récupéré la cognition, une fois qu'on a récupéré le fonctionnement des vaisseaux, une fois qu'on a tout récupéré, je ne peux pas aller mesurer, moi, plus que 100% de récupération chez les souris. Par contre, peut-être que les doses de statine pourraient être diminuées chez des patients qui feraient de l'exercice et peut-être que les effets secondaires seraient moins importants à ce niveau-là. Donc, je pense que des études à faire chez l'homme, ce serait d'avoir une moins grande dose de statine ou peut-être que les effets secondaires seraient moins importants et de demander aux gens de faire de l'exercice physique qu'ils sont capables de faire. Parce que je pense que c'est important. On a vu que l'exercice physique pour nous, le 3 heures, donc le 3 km à 4 km que la souris faisait dans la nuit était aussi efficace que le 25 à 30 km qu'elle faisait dans la nuit. Donc, et j'ai des collègues qui font de l'exercice chez des humains qui souffrent de démence de type Alzheimer ou autre. Et ce n'est pas de l'exercice pour les faire mourir, là, vraiment. Là, ça prend. Je pense que l'important, c'est de se dire qu'on a une régularité, qu'on se fait peut-être 5 jours d'exercice par semaine, pardon, et peut-être une demi-heure. Donc, ce serait ça. Ma suggestion serait chez l'homme de diminuer la dose de médicaments et de demander aux patients de faire de l'exercice. Une autre question, notamment justement par rapport à l'introduction d'une diète riche en cholestérol, c'est toutes les recherches, ou en tous les cas, tout ce qui se dit aussi au niveau de plusieurs médias et nutrition par rapport à la diète cétogène et plus précisément l'utilisation de l'huile de coco pour ses effets bénéfiques avec les mild chain triglycerides, donc les MCT. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, comme je disais, le cerveau a la capacité de fonctionner avec des corps cétoniques. Donc ça, il peut remplacer le glucose avec les corps cétoniques. Et je pense que ces diètes-là aussi souvent, elles ont des oméga 3, elles ont d'autres molécules qui peuvent être importantes, qui sont aussi des molécules qui ont été reconnues pour avoir des effets bénéfiques. Alors, écoutez, je ne suis pas diététicienne, je n'ai pas fait d'études stratégiques vraiment là-dessus, mais je pense que les travaux en général sont assez positifs, à savoir que des diètes bien contrôlées, par contre, je pense qu'il faut avoir une diète variée, malgré tout, mais qui élimine les graisses saturées, les corps qui sont vraiment les high triglycérides et tout ça, qui sont vraiment des gras nocifs. Donc, je pense que ce ne sont pas des diètes riches en lipides, ça c'est à éviter, mais les corps cétoniques peuvent être éventuellement peut-être mieux gérés. Tout à fait. Est-ce que la simvastatine, justement, est beaucoup prescrite? Elle est très prescrite. Il y a plusieurs statines sur le marché. Il y en a plusieurs qui sont prescrites. Il y en a certaines qui vont accéder à l'intérieur du cerveau, qui vont traverser ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Et il y a d'autres statines qui ne vont pas pénétrer à l'intérieur du cerveau, donc qui ne traversent pas cette barrière. Leur effet, comme je mentionnais, est tout à fait indépendant de leur capacité à réduire les taux de cholestérol dans mon étude, parce que moi, je nourris
ma souris avec une diète en cholestérol. Et toutes les statines ont à peu près toute cette capacité anti-inflammatoire, antioxydative et cette capacité de ces effets bénéfiques au niveau de l'endothélium des vaisseaux en périphérie et donc dans le cerveau aussi, parce que l'endothélium, c'est la cellule qui voit le sang dans le cerveau. Donc, si la molécule ne traverse pas dans le cerveau, elle est dans le sang. Donc, elle pourra quand même agir sur l'endothélium. Nos travaux, il y a des travaux d'autres études avec des statines qui ne traversent pas la barrière hémato-encéphalique et qui ont aussi des effets bénéfiques. Donc, je pense qu'il y a peut-être des études encore qui devraient être faites, plus sérieuses, pour comparer, peut-être qu'on devrait faire ça dans mon labo, avec le même modèle, une statine qui traverse la barrière hémato-encéphalique versus une statine qui ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique. On a vu des effets, nous, avec la simvastatine, au niveau de la maturation des oligodendrocytes. Et donc, ça, il fallait qu'elle traverse le cerveau. Il fallait qu'elle vienne dans le cerveau. Par contre, la maturation des oligodendrocytes, elle se fait autour d'une niche vasculaire. Donc, si une statine qui ne pénètre pas dans le cerveau, mais qui remet la niche vasculaire en bon état, pourrait quand même aussi promouvoir la maturation des oligodendrocytes et aider la matière blanche, c'est possible. Je n'ai pas de réponse, mais je pense que c'est une étude qui mériterait d'être faite. Mais il y a des statines qui ne pénètrent pas la barrière qui ont quand même beaucoup d'effets bénéfiques. Mais l'étude tête à tête, comparaison, dans mon modèle, je ne l'ai pas faite. Non. Est-ce que vous pensez que là, vous avez effectivement étudié une statine donc pour adresser un des facteurs de risque que vous aviez présenté, à savoir l'hypercholestérolémie. Est-ce que vous pensez que les résultats de votre étude peuvent également être transcrits dans le cas, par exemple, du diabète, où la personne serait contrôlée par insuline ou autre, avec combinaison de l'activité physique? Est-ce que vous pensez que cette première étude sur la souris pourrait être généralisée à d'autres facteurs de risque? Bon, écoutez, on a une étude qu'on est en train qui est terminée, qu'on est en train d'écrire, le papier, qui est justement sur le diabète. Donc, les mêmes souris TGF, on les a rendues diabétiques, mais très légèrement. Donc, ce ne sont pas des diabètes sévères, mais elles étaient intolérantes au glucose. Donc, elles avaient les facteurs que l'on peut associer au diabète. On ne les a pas faites avec l'exercice parce que c'était une autre étude, mais on s'est rendu compte que oui, même ce facteur de risque-là léger, les souris TGF avaient des déficits cognitifs. Donc, ce qu'on a vu avec l'hypercholestérolémie se reproduisait avec un autre facteur de risque qui était le diabète. Par contre, je n'ai pas traité ces souris-là. Dans cette étude-là, le traitement n'a pas été fait. Tout ce qu'on voulait montrer, c'est que ce n'était pas un seul facteur de risque qui était dangereux pour le déclin cognitif. Voilà. Mais je suis certaine, en tant qu'on n'a pas fait l'étude, on ne peut pas dire, mais je mettrais l'hypothèse que si je traitais mes souris TGF légèrement diabétiques et que je contrôlais la pathologie de diabète, je pense que l'on pourrait contrôler le déclin cognitif. Ce serait mon hypothèse de travail. OK. Oui. Encore plusieurs questions. Là, je pense que je dirais, les gens, ça a intéressé énormément. Malgré que la forme d'Alzheimer tardive se développe plus ou moins après 80-85 ans, est-ce qu'une personne qui a connu des problèmes vasculaires de type défibrillation auriculaire seulement avec 0 problème de cholestérol, de tension artérielle ou de diabète quelques années auparavant, ont eu comme effet d'accélérer les symptômes de la maladie d'Alzheimer par la suite? Bon, écoutez, là, je ne parlerai pas du tout d'Alzheimer, je parlerai de démence vasculaire, d'accord? Parce que vraiment, le problème est un problème cardiaque. S'il n'est pas contrôlé, comme je disais, les maladies coronariennes, cardiovasculaires non bien contrôlées vont à la longue mener à une pathologie des vaisseaux du cerveau qui vont éventuellement mener, elle, à un déclin cognitif. Mais si on arrive à bien contrôler nos problèmes cardiovasculaires, eh bien là, le risque, il retombe pratiquement à 0. Et je pense que c'est important de mentionner que dans la maladie d'Alzheimer, on avait prévu une augmentation pratiquement exponentielle de la quantité de patients qui souffriraient de maladie d'Alzheimer. Mais on se rend compte que la courbe, elle augmente un peu moins rapidement qu'on pensait.
Et parmi les hypothèses qui ont été émises pour expliquer que la courbe n'est pas aussi abrupte qu'on pense, c'est qu'on contrôle mieux les facteurs de risque. Donc, je vous disais au départ que toutes les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypercholestérolémie, l'hypertension, ce sont les mêmes facteurs de risque pour la maladie d'Alzheimer et la démence vasculaire. Donc, si on contrôle mieux ces facteurs de risque-là maintenant, lorsque les gens ont 45, 50, 60 ans, ben c'est peut-être pour ça que la courbe de l'Alzheimer sera peut-être pas aussi alarmante. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus maintenant et qui disent que, bon, on n'aura peut-être pas cette explosion si on arrive à contrôler les facteurs de risque. Donc, je pense que même si on en a des facteurs de risque, l'important, vous savez, le plus inquiétant, là, c'est qu'on est souvent borderline. On est souvent borderline hypertendu, borderline hypercholestérolémique, borderline diabétique. Donc là, on ne se traite pas. Donc, je pense que quand on atteint là, la soixantaine, cinquantaine, middle age, parce que c'est vraiment dans cette période-là que ça devient critique, il faut vraiment discuter avec son médecin. Est-ce que je suis borderline ou pas? Et si je le suis, est-ce que ça vaut la peine de commencer à y penser? Parce que c'est vraiment toutes ces petites pathologies, on est vraiment à la limite. Mais à la longue, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, le borderline fait qu'on a souffert. Nos vaisseaux ont souffert un peu. Ouais. Tout à fait. Vous avez effectivement fait la distinction entre démence vasculaire et maladie d'Alzheimer, mais est-ce que la simvastatine pourrait être utilisée pour justement stabiliser, voire ralentir la progression au niveau des personnes qui seraient atteintes d'un trouble neurocognitif majeur, voire qui seraient trouble neurocognitif léger? Bon, comme je vous ai dit, là, j'ai distingué, ça c'est une espèce de distinction qui est un peu irréelle. La maladie vasculaire et l'Alzheimer, il y a beaucoup de recoupements. Donc, lorsqu'on regarde un cerveau d'Alzheimer, il y a de la maladie vasculaire dedans. D'accord? Donc, c'est très rare qu'on ait un pur Alzheimer avec aucune pathologie vasculaire. Ce sont vraiment les cas génétiques où les cas sont très jeunes. Les gens meurent à 50 ans, début de la soixantaine, la maladie vasculaire n'a pas eu le temps de se développer. Mais vous savez, si on a choisi la simvastatine, c'est parce qu'il y avait des travaux dans la littérature, il y avait des études dans la littérature qui disaient que les gens qui sont hypercholestérolémiques, qui sont traités avec la simvastatine, l'incidence de démence est moins grande. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on l'a pris. C'est que c'est connu dans la littérature que pour une certaine population traitée avec les statines, pas juste la simvastatine, mais la simvastatine était l'une de celles-là, ben, ils ont moins de chances de développer la démence. Maintenant, dans des études qui ont été faites, qui ont été bien contrôlées, où on a testé les statines dans des populations de patients avec la maladie d'Alzheimer, eh bien, ça n'a pas arrêté la maladie d'Alzheimer. Ça n'a pas normalisé le déclin cognitif de ces patients-là. Par contre, il y a des études qui disent clairement que l'évolution est un peu plus lente, que ça peut dépendre du sexe, de la race, de l'ethnicité, d'un paquet de trucs, mais il y a certainement une population qui est susceptible de répondre aux statines pour diminuer la progression des pertes cognitives. C'était rapporté dans la littérature. Et c'est pareil pour les antihypertenseurs. Donc, nous, on a fait une étude avec les antihypertenseurs. Donc, dans la maladie d'Alzheimer. Et c'est pareil, dans la littérature humaine, c'est connu que certains types de médicaments qui sont prescrits pour contrôler la pression artérielle, il y a moins d'incidence d'Alzheimer dans ces gens-là. Et il y a des antihypertenseurs qui ont des bénéfices chez les souris Alzheimer. Okay. Donc, je pense que la maladie vasculaire, ça nous dit que c'est important de la contrôler. Vraiment. Alors, les gens sont encore là, donc je vais prendre encore 2 questions. Est-ce que le manque d'équilibre est relié à la cause ou est-ce un effet de la maladie cérébrovasculaire? Écoutez, je pense que le manque d'équilibre. C'est pas chez tous les gens. Encore là, je ne suis pas clinicienne. Donc, je ne pourrais pas vous dire c'est quoi le pourcentage de gens avec des démences vasculaires qui vont avoir des troubles d'équilibre. Ça peut être relié à plusieurs choses, hein, les troubles d'équilibre. Alors, je pense que j'aimerais mieux laisser cette personne-là poser la question à son médecin parce que je n'ai pas une idée vraiment très claire, une réponse très, je pense, éclairée là-dessus. Alors, je préférerais ne pas m'embarquer dans une explication qui serait peut-être pas valable. Parce que ça peut être plusieurs choses. Le manque d'équilibre peut être dû à un paquet de choses. Alors, on va prendre la dernière question. Vous avez justement mentionné que la maladie vasculaire était aussi due à une inflammation des vaisseaux. D'après vous, pourquoi les essais qui ont été notamment menés avec le naproxène ont été négatifs?
Bon, écoutez, c'est pareil. Je pense que l'inflammation des vaisseaux, quand je parle d'inflammation des vaisseaux, c'est vrai qu'elle est là. Elle est dans tout le cerveau, évidemment. Je pense que le grand problème qu'on a, c'est que nous, bon, on utilise un marqueur. Nos marqueurs sont des marqueurs actuellement anatomiques qui nous disent que certaines cellules qui sont impliquées dans l'inflammation, on peut calmer cette inflammation-là. On peut calmer la réponse de la cellule, si vous voulez. Et l'inflammation est une espèce de cercle vicieux. Dépendamment de quand vous allez arrêter l'inflammation dans le cerveau, vous pouvez avoir des effets bénéfiques ou des effets délétères ou pas d'effet du tout. Donc, on pense, pardon, on pense que dans la maladie d'Alzheimer, c'est un des problèmes qu'on a, c'est qu'on ne cible pas l'inflammation au bon moment. Ce qui fait qu'on peut avoir aucun effet ou des effets même nocifs finalement de donner des anti-inflammatoires. Parce que c'est vraiment une boucle. Et les cellules sont activées lorsqu'on a quelque chose qui ne va pas dans le cerveau. Elles vont libérer des molécules pro-inflammatoires. Et à un moment donné, si on arrive à ce moment-là, parce que certaines de ces molécules vont être importantes à résoudre l'inflammation, si on arrive au moment où c'est important pour les cellules d'être actives pour arrêter la réaction, ben on va empirer finalement. Donc, je pense que ça peut vraiment être un problème de temps, de timing, de l'efficacité d'un anti-inflammatoire à un moment donné. Et je pense que ça, c'est un des gros débats dans le traitement avec les anti-inflammatoires. Excellent. Mais écoutez, merci beaucoup, Dr Hamel. Je pense qu'on a eu là une présentation tellement complète sur un sujet tellement pointilleux qu'on n'avait pas abordé également avant. Donc, merci d'avoir été la conférencière pour l'aborder aujourd'hui avec nous lors des conférences mémorables. Merci également vraiment à tous les participants qui étaient là. Vos interactions, vos questions ont rendu ce webinaire très interactif et très bénéfique pour tous. Alors, on aura la chance justement d'avoir un peu plus vos commentaires sur ce webinaire. Je vais vous envoyer tantôt donc, le lien d'enregistrement, de même qu'une évaluation, si vous pouviez y répondre. C'est de manière anonyme et ça nous permet justement de vous proposer par la suite des sujets pertinents et surtout de s'améliorer d'édition en édition. Alors, le prochain webinaire, si vous n'êtes pas encore inscrit, il sera donné donc le 3 mars, toujours à la même heure, et cette fois-ci, on accueillera Dr Marie-Jeanne Cargoat de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Alors, sur ces belles paroles, je vous souhaite vraiment une excellente fin de journée. Prenez bien soin de vous. Merci encore, Dr Hamel, à tous nos participants, et puis au plaisir de vous accueillir encore une fois le mois prochain. Merci encore. Merci à vous et essayez d'aller prendre une marche au moins une fois par jour. Je pense que ça, tout le monde est capable de le faire et je pense que ça peut éliminer peut-être des complications qu'on aura parce qu'on vieillit tous. On s'en va tous dans la même direction. Ça, c'est certain. Effectivement. Alors, merci d'avoir été là. C'était un grand plaisir pour moi. Merci. Merci. Au revoir.